une femme politique? Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est exactement la même chose? Alors ce matin, nous avions une intervention d'une personne qui est dans la salle, qui est allemande, et je n'ai pas eu le sentiment que ça ait changé quelque chose, bien au contraire, malheureusement. Quand je parle avec mes homologues des pays européens notamment, en termes donc, du réseau des femmes chefs d'entreprise, eh bien effectivement elles considèrent, enfin nos amies allemandes considèrent que finalement en France nous sommes plutôt chanceuses, puisque déjà notre participation, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit en politique, en dehors de la chancelière, est encore vraiment très faible. Et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Si on prend le cas du MEDEF, le MEDEF est très peu féminisé. Alors on nous dit, il y a une présidente nationale, il y a une présidente de la première région de France, et donc au moins il y a une présidente régionale. Mais en dehors de cela, il y a très peu de femmes. Il y a 145 MEDEF territoriaux, il y a 5 femmes. Alors on a des vice-présidentes, mais on n'a pas de présidente. Alors je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit au niveau de la politique, mais il y a une autre problématique, qui est la problématique de lâcher le pouvoir au niveau des hommes, et en fait, ils font tout pour empêcher les femmes d'arriver. Ils le font encore aujourd'hui. Alors on en trouve qui, effectivement, ont été confrontés aux problèmes de leur fille ou de leur petite fille, qui se trouvent face au plafond de verre, et ils se disent, ben oui, mais je ne peux pas agir comme ça dans mon entreprise, ou je ne peux pas agir comme ça en politique, parce que je vois que ma fille n'y arrive pas. Donc ça fait changer très doucement les mentalités, mais je crois qu'on est encore loin de... Mais on a des pays émergents où, par contre, les femmes, là, prennent le pouvoir, aussi bien en politique qu'au niveau de l'économie. Et je crois que c'est ça qui fait... Les plus performantes, ce sont lesquelles? On a les Chinoises, mais que si on prend au Brésil, par exemple, les pays d'Amérique du Sud, les femmes sont en avance. L'Afrique du Sud... Globalement, tous les pays d'Afrique, oui. l'Afrique du Sud en particulier, où 8 femmes sur 10 qui dirigent les multinationales, 10 multinationales, 8 sont dirigées par des femmes. Où ça? En Afrique du Sud. Et est-ce qu'au Women's Forum, que tu as fondé, et aujourd'hui tu es toujours membre, est-ce qu'au Women's Forum, il y a une aide pour savoir, entre les femmes, pourquoi les Chinoises arrivent mieux que les Françaises? Il y a des analyses, oui bien sûr. On a analysé à peu près pays par pays, dans les grands pays occidentalisés, dans les grands pays émergents, ce qui se passait, évidemment. Alors, comment ça se passe? Pourquoi ce qui se passe d'abord dans les pays émergents, c'est que ce sont des pays qui partent de tellement loin qu'il y a une solidarité féminine et que la nécessité fait loi. Et de ce fait, les femmes ne se posent pas la question de savoir si elles peuvent y aller, si elles doivent y aller. Elles y vont, elles n'ont pas le choix. Je veux dire, c'est une question de survie pour elles, pour leur famille, pour leur ville, et donc pour l'État. Enfin voilà, c'est une question de survie pour les femmes dans les pays émergents. En ce qui concerne, alors il y a un autre phénomène qui est celui du capitalisme familial dans certains pays. Il y a aujourd'hui un revirement. Par exemple en Inde, ça c'est une autre analyse très intéressante, où il y a un capitalisme familial extrêmement développé. Aujourd'hui, les hommes vont confier plus volontiers les clés de leur boîte à leurs filles qu'à leurs fils, ce qui n'est pas encore le cas en Italie, par exemple. On vit ça également au Brésil, on commence à le voir. Il y a quelques variantes en ce moment dans les chiffres, dans les derniers que moi j'ai reçus. Donc, c'est très intéressant, c'est de voir cette évolution, effectivement, pays par pays, de ce qui se passe. Mais l'exemple de l'Allemagne, l'exemple du Japon sont désastreux, totalement à l'opposé de ça. Et la France n'est pas très bien placée parce qu'on parle de progression et en réalité on est en régression, dans les chiffres absolus. D'accord. Mais moi je vais rebondir sur le point d'Aude et peut-être ramener la conversation sur les réseaux. C'est que la vieille Europe et la vieille France dont nous faisons partie, et on est l'héritage de X siècles complètement tenu par, il faut le dire très simplement, par uniquement des hommes. Donc tout le réseau industriel, service, social, toute l'industrie, toute la politique, depuis des siècles et des siècles, est tenue par des hommes. Et qu'aujourd'hui, si on revient aux problématiques de réseau, que tu parles des francs-maçons, du siècle, du club des 100, je mets évidemment aucun de ces réseaux au même niveau hiérarchique. Ils sont tous nés au départ uniquement masculins. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont encore uniquement masculins. Pour ceux qui se sont ouverts aux femmes, c'est assez récent en réalité. Et la cooptation, qui est le terme politique correct pour retracer très exactement ce qui se passe dans les nominations
tout le long de la vie professionnelle, mais notamment au moment des COMEX, des constitutions de COMEX ou des constitutions de conseil, eh bien c'est naturel, il y a une cooptation qui se fait dans le cercle dans lequel on évolue, et les hommes n'évoluent que dans des cercles masculins, et c'est incroyable de voir depuis le passage de la loi Copé-Zimmermann, les hommes, les patrons d'entreprise se tournent vers les femmes de leur COMEX ou vers les femmes de leur conseil d'administration pour qu'elles-mêmes aillent leur chercher des candidates, puisqu'ils sont incapables, mais réellement incapables, et c'est presque plus grave que de dire simplement il n'y en a pas, c'est qu'ils n'en connaissent pas, ils ne connaissent aucune femme de qualité, parce que leur réseau d'influence suit uniquement des réseaux masculins. Et je ne sais pas avec quelle rapidité on va pouvoir faire changer les choses, mais c'est l'héritage de tout l'historique français, notamment. Il y a un autre phénomène extrêmement intéressant, ce que tu viens de dire, Virginie, c'est celui de la peur des hommes. Et la crise dans laquelle nous sommes amplifie le phénomène. C'est-à-dire qu'il y a cet élément dont on ne parle jamais, qui est la peur chez les hommes, qui est presque pas plus importante que chez les femmes, mais dont on parle moins. En tout cas parce qu'un homme n'a pas peur, a priori. Sauf qu'il est terrorisé. Il est terrorisé par son conseil, il est terrorisé par le fonds de pension qui est derrière lui, et par les rendements à 3 mois ou à 6 mois. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il va devoir prendre des décisions et s'entourer de gens? Il va choisir quelqu'un qui a fait l'école avec lui, qu'il connaît, qui va le rassurer, et dans lequel il va avoir son propre regard. Et donc, le problème, il est d'ordre psychologique, essentiellement. Alors, l'avantage... A contrario de ça, ce qu'on peut considérer comme positif, c'est la baisse d'âge. Dans le CAC 40 et dans le SBF 120, les hommes, vous avez remarqué, ont baissé en gros de 10 ans d'âge depuis les 10 dernières années. Donc 10-15 ans. Donc on a aujourd'hui des patrons en France qui ont entre 50 et 60 ans. C'est plutôt bon signe. Et eux ont tous pratiquement des femmes qui travaillent et des filles qui font les mêmes études qu'eux. Et donc ce phénomène de l'homme qui est confronté en rentrant chez lui au problème d'une femme qui travaille et qui a des responsabilités, puisque la plupart du temps il la rencontre à l'école, puisque c'est toujours la même qu'on connaît. C'est pas la peine de le dire, on connaît tout ça. Donc, de ce fait, il est confronté à ce problème chez lui, le problème de sa femme et celui de ses filles. Et donc on peut espérer que grâce à ça, ça change aussi. Donc voilà, les négatifs et positifs. D'accord. Alors, quand même, je voudrais revenir sur ce que disait Virginie sur le siècle. Vous connaissez tous le siècle, j'y pense, puisque c'est un espèce de club très, très select, très fermé, où un mercredi par mois, je crois que c'est le 3e, tout le monde se réunit à la Concorde, à huis clos, etc. Il ne fait surtout pas d'affaires, mais se réunit. Et révolution quand même au siècle, puisque je ne sais pas s'il y a 3, 4, 6 mois ou 1 an, une femme qui a été nommée présidente du siècle. Et qui est cette présidente du siècle? Quelqu'un sait? Nicole Notin, syndicaliste, etc. Est-ce que ça, pour ne pas toujours négativer tout, c'est quand même pas une révolution? Et comment vous la vivez, ceux qui sont au siècle? Moi, je trouve, d'abord, j'ai quand même une réaction par rapport à tout ce qu'on est en train de raconter, parce qu'on parle beaucoup des hommes. Et que les hommes freinent, ça me paraît assez normal. Par nature, y compris des hommes élevés par des femmes comme moi, j'ai 5 garçons. Je suis persuadée qu'ils sont prêts à freiner. Ça dépend de leur femme. Ça ne va pas dépendre de moi. Si leur femme lâche, hop, j'aurais rien fait. Et pourtant, je les entends, hein. J'entends déjà des trucs bizarres. Bizarres. Donc, moi, je crois pas. Je suis passionnée par les hommes, je les aime beaucoup, mais je pense que dans la vie, pour bouger, il faut se bouger soi. Et le problème que je trouve le plus important, c'est celui des femmes. Parce que moi, ce qui m'émeut, c'est quand des filles ou qui sont des références à Sciences Po, qui sont en premier prix du conservatoire, qui sont je sais pas trop quoi, me disent c'est extraordinaire, vous avez pu mener vos 2 vies en même temps. Et ont l'air super étonnés. Et ça, je me dis, on est quand même revenu à une époque, on dit que les choses avancent, et elles sont toutes à se demander si elles peuvent, si elles ont droit, si on a droit à l'ambition. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce qu'il ne faut quand même pas remettre en cause sa vie privée. Personne ne se dit, je remets en cause ma vie privée si je ne suis pas ce que je suis. Personne ne se dit, je ne veux pas un mec qui s'intéresse à me limiter. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus déprimant. C'est pas normal, quoi. Personne. On est très angoissé autour de ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve les réseaux féminins intéressants.
c'est pas, moi je ne vais pas, je fais pas partie de réseau féminin. Je vais dans les réseaux féminins pour raconter mon histoire parce que mon histoire, ça a l'air de les étonner encore. Le jour où ça les étonnera plus, j'arrêterai de raconter cette histoire qui me semble tout à fait normale. Après, je pense que les filles, l'ambition, c'est quelque chose d'important. Et vous savez, quand une fille est ambitieuse, très très vite, elle est maltraitée. Et moi, ça m'est souvent arrivé. C'est-à-dire, par exemple, à la télé, moi, je n'ai pas le droit de grogner. Parce que si je grogne à la télé, la réaction du téléspectateur de l'autre côté, c'est pas elle a du caractère. Encore un peu mégère, un peu ceci, voilà une tueuse, tout ce qu'on veut. Non, il faut être douce, il faut être tendre. Donc je suis douce et tendre à la télé. Et il faut savoir gérer ça. Donc ça prouve que c'est difficile pour une femme d'assumer l'ambition, d'assumer le fait que c'est quand même... C'est dommage que je sois obligée de fabriquer 5 enfants pour qu'on dise « Ah, donc elle est équilibrée. Je suis équilibrée parce que je fabrique d'un côté des enfants, mais il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont merveilleuses, des femmes qui en ont un et qui sont merveilleuses. On n'a pas de règles. On n'est pas obligé à tout ça, à prouver qu'on est parfait, qu'on fait le tout et le tour de tout. Alors maintenant, ceci étant, moi je trouve que les réseaux masculins sont passionnants et qu'il faut investir les réseaux masculins. Il faut pas copier. D'abord, il y a 2 choses. Les réseaux féminins, c'est pas fait pour la même chose pour moi. C'est fait pour... il se trouve qu'il y a un problème féminin. Quand il y a un problème féminin, vous n'allez pas le raconter au mec à côté, parce que vous leur racontez 2, 3 ou 3 fois, ils vous règlent ses listes parce qu'ils considèrent que vous avez un problème. Alors qu'avec les filles, parce que moi je me souviens très bien du début du Women's Forum, ça m'a fait sourire parce que toutes ces femmes que je rencontrais pour la première fois, parce que je ne vois jamais, je suis entourée que de garçons, c'était un bonheur, il y avait plein de femmes qui étaient patronnes de quelque chose, qui étaient tellement contentes. 1, elles étaient anti-quotas. 2, elles disaient, il ne faut pas qu'on dise qu'on est féministe et tout. Donc je me suis dit, oh là là, je suis dans un drôle de club. Aude m'a mis dans un drôle de club. 10 semaines après, je ne sais pas ce qu'elle leur donnait à manger, Aude, mais globalement, elles disaient toute la vérité. Elles disaient qu'elles avaient ramé, elles disaient que c'était difficile, elles disaient qu'elles avaient eu des efforts à faire. Et tout d'un coup, la parole était lâchée. Et ça nous faisait du bien de pouvoir dire qu'on avait eu des problèmes et tout ça. Ça sert à ça, les réseaux féminins. C'est-à-dire que tant que les femmes n'ont pas trouvé toutes leurs solutions, aucune de nous n'a trouvé toute sa solution. Parce que moi, quand je reviens de l'école et qu'ils m'ont tous culpabilisé, parce que c'est moi qui ai fait des mauvais résultats à l'école, parce que je m'en occupe pas assez de ce gamin, ça me paraît horrible. Et donc je pense qu'on a tous des petits bouts de problèmes comme ça, on a envie, et puis l'autre vous dit, bah attends, c'est rien, c'est pas grave, moi c'est pareil, oh moi c'est pareil, allez, on va ensemble. Un réseau masculin, c'est fait pour autre chose, c'est un lieu de pouvoir, et les lieux de pouvoir, il faut les habiter. Et franchement, très souvent, les filles ne les habitent pas parce qu'une fille, c'est trop occupé. Moi, je voudrais juste revenir à une journée de femmes. Elles sont invraisemblables, les femmes. Elles font ce qui est efficace. Il faut arrêter de faire ce qui est efficace. Il faut aller perdre son temps. Et quand vous êtes le soir, on vous appelle, c'est sympa, c'est sympa le siècle. On nous fait déjeuner avec 6 personnes qu'on ne connaît pas, au fur et à mesure on les connaît un peu plus parce que c'est tiré au hasard. C'est hyper sympa parce que de temps en temps vous ennuyez, de temps en temps c'est passionnant parce que le type a des trucs à raconter à côté. C'est beaucoup mieux que de rester à faire tout le ménage à la maison ou de faire toutes les études des enfants. C'est ça qu'on n'ose pas faire. Okay. Donc on ne s'inscrit pas. On ne s'inscrit pas. Et je parle du siècle, mais vous pouvez penser à tout. C'est la même chose pour tous les détails de la vie. Si on permettra simplement, Mercedes, parce que c'est public, de dire que quand même tu as un mari exceptionnel. Oh, bon. Oh non. Mon mari n'est pas exceptionnel. Je le dis. Je l'ai choisi. J'ai longtemps pensé que je resterais seule. Mon premier petit garçon, je l'ai fabriqué toute seule. Et j'ai longtemps pensé qu'ils n'allaient pas vouloir de moi avec mes trucs où j'avais envie, où ça m'intéressait le boulot. Je ne voulais pas devenir patronne. Ça m'intéressait. Et ben je me suis dit, je vais intéresser personne. Et puis je suis tombée un jour sur un mec que ça avait l'air d'intéresser. Mais si je n'étais pas tombée
sur ce mec, j'aurais été formidablement bien avec mon petit garçon et moi toute seule. Et je pense qu'il faut se battre et pas accepter tous ces hommes qui racontent des histoires étranges sur les filles. J'ai plein de cas à l'agence, plein de cas. Je vais vous en raconter un parce que ça m'a marqué dans ma vie. J'avais une fille qui avait toujours des problèmes. Elle avait l'air d'avoir un potentiel pas possible. Et puis, je sais pas, elle s'encrassait la tête parce qu'elle avait 2 petits-enfants. Il fallait faire les compotes soi-même, les soupes soi-même et tout. Enfin, c'était un truc de folie. Après les avoir allaités pendant 10 mois. Tout ça avait l'air super fatigant. Et moi, je me disais, mais t'as un potentiel énorme. C'est pas très grave, ils vont bien, les enfants, là. Normalement, ils poussent bien. Voilà, on n'est pas dans un pays, on n'est pas au milieu de l'Afrique. Ils sont en bon état. Et moi, je n'y arrivais pas. Et un jour, son mari m'aide, il se tire. Il se tire. Et donc, elle arrive en drame et tout. Ça a duré 15 jours, le drame. Moi, j'en revenais pas. Au bout de 15 jours, la fille, elle croyait qu'il fallait qu'elle bosse. Et que c'était important pour la famille. Et qu'elle y avait droit. Et on n'a plus entendu parler de ces problèmes-là et elle s'est formidablement éclatée. On a arrêté les soupes. On les a achetées toutes faites. Oui, moi je crois qu'il y a 2 fonctions essentielles dans les réseaux, qu'ils soient masculins ou qu'ils soient féminins. La première fonction, c'est la fonction de réassurance, c'est le plaisir d'être ensemble, et ça, je crois que c'est essentiel. Ça existe aussi pour les hommes. Et la deuxième fonction, c'est la fonction de lobbying, c'est-à-dire le moyen de pression. Très clairement, les réseaux masculins, c'est ça qui explique toute cette logique de cooptation dont on a parlé, et c'est ça qui a été à l'origine des quotas, parce qu'on ne pouvait pas y passer. Moi, quand j'étais en Norvège, là voir le ministre Gabriel Sen qui avait fait ses 40%, il m'a dit, moi j'en avais marre que toutes les décisions se prennent à la pêche, à la chasse, et puis ensuite on revenait dans le conseil d'administration, rien ne se passait. On avait pris toutes les décisions entre hommes en dehors de ça. Alors, je crois que pour aujourd'hui, les réseaux féminins étant plus jeunes que les réseaux masculins, c'est vrai que la fonction de réassurance est plus forte que la fonction de lobbying. Donc je suis d'accord avec toi. Mais la fonction de réassurance, elle a plein d'aspects. C'est aussi de dire des tensions que l'on vit, parce que la non-concordance des temps est quand même très lourde à supporter en entreprise. C'est aussi de dire le sexisme ordinaire qu'on vit en entreprise, les petites histoires. C'est aussi la solidarité, mais c'est aussi le plaisir, parce que je crois qu'il faut parler du plaisir. Parce que aller déjeuner avec des nanas ou aller dîner le soir, il faut que ça fasse plaisir. Moi, je me souviens, je suis allée la semaine dernière à un dîner d'un club. Il y avait des filles qui arrivaient de Francfort, de machin, on était toutes épuisées. Et la chef dit, est-ce que nous allons faire venir des hommes dans notre réseau? Et la fille a dit, moi, je viens de Francfort, c'est pour rire avec les copines, si vous mettez des hommes, je ne viens plus. Et donc, je crois que de ce point de vue, la réassurance est très importante, puisque la parole des femmes, hein, on le sait, et on l'a vu avec notre dossier, notre rapport là qu'on vient de rendre à la Commission Images et Femmes dans les médias sur les expertes, hein, dans les médias, où on voit que la parole la légitimité de la parole masculine est bien plus importante que la parole féminine. Je crois que ce plaisir d'être ensemble, il faut vraiment en parler très fortement. Mais alors, il y a deux points très importants dont on va parler, je crois. C'est premièrement le temps. Faire un réseau, ça prend du temps. Il faut, au Women's for All, je me souviens, il y avait un atelier sur les réseaux, il disait, il faut nettoyer son réseau au moins 10 minutes par jour. C'est 10 minutes de temps, mais il faut le faire, sinon on ne s'en sort pas. Donc ça prend du temps, et nous savons que gérer le temps pour les femmes, c'est compliqué. Et le deuxième point, parce que nous sommes bonnes filles, nous les femmes, c'est-à-dire qu'on se dit quand même, on se fait des réseaux de femmes, c'est peut-être pas très très gentil, et si on ouvrait aux hommes, tout de même, les pauvres, on ne peut pas faire l'égalité sans les hommes, mais vraiment, faisons-les venir. Ça, c'est un sujet, je crois que l'on peut vraiment aborder, parce que est-ce que nous avons atteint notre courbe d'apprentissage suffisante? Est-ce que nous avons atteint un degré de maturité suffisant pour précisément passer à la deuxième phase, qui est la phase de lobbying, de cooptation, et puis de promotion et peut-être de pouvoir, et où là, on peut effectivement ouvrir aux hommes. Mais en tout cas, il y a là, au départ, donc des formes de réseau qui sont assez neufs,
dans tous les sens, hein, que ce soit les réseaux d'entreprise, que ce soit le réseau des femmes expertes comme Vox Femina, que ce soit le laboratoire de l'égalité. On voit bien qu'avec le net, tout ça est en train de se configurer, et c'est important parce que le net fait des économies de temps incroyables. Mais on est à une phase, je dirais, première phase de maturité, et il va falloir penser les phases à venir, et notamment la question de la présence des hommes. Moi, je voudrais rajouter une chose, Brigitte, sur ce que tu viens de dire. C'est dans la création de réseaux en ce moment qui se développe dans les entreprises. Moi, ma recommandation est d'inclure minimum 2 à 3 hommes dans les réseaux de femmes. Parce que ce que j'ai observé, et une fois de plus, on a fait des études là-dessus lorsque je dirigeais le Women's Forum, c'est que les réseaux de femmes étaient très vite stigmatisés par le reste de l'entreprise. Et quand elles se retrouvaient, ça arrive très très souvent, je t'assure, c'est un vrai phénomène. Et donc, on disait, bah oui, ce sont les femmes qui se retrouvent entre elles, et donc, une fois de plus, c'était comme ça, on s'est mis de côté, un peu nargué, un peu moqué, un peu tout ça. Lorsque on inclut 2 ou 3 hommes, c'est pas beaucoup, mais qu'on choisit bien ces hommes, c'est-à-dire des hommes qui eux-mêmes sont féminins, parce que heureusement la société se féminise et que c'est pour notre plus grand bonheur, mais qui en plus sont des pères responsables, qui ont envie aussi d'assumer leur paternité et qui sont eux-mêmes très en charge de famille, dans cette responsabilité, qu'ils veulent jouer ce rôle-là. À ce moment-là, les réseaux de femmes marchent très bien et marcheront de mieux en mieux. Donc, ma recommandation, c'est ça. Travail sur la paternité où on inclut des hommes. Mais il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas non plus être trop... Enfin, vous savez, on est toujours trop bonne, quoi. C'est-à-dire, on se dit... Et en ce moment, il y a quand même des enjeux de prise de pouvoir et des enjeux de réassurance personnelle parce que c'est pas facile d'être dans la chaîne hiérarchique. On en prend plein la gueule, quand même. Donc il faut aussi qu'on s'en parle. Et puis, si on fait un petit peu peur aux hommes, ben, c'est pas très grave quand même. Hein. C'est pas très grave, je trouve. Il me semble. Non, mais moi je partage ce que vient de dire Brigitte. Je pense que pour l'instant, malheureusement, les réseaux féminins, il y en a certains qui ont été cités, on peut en citer d'autres. Je vois qu'il y a au premier rang certaines représentantes, par exemple de Financière Elle, qui est un réseau plutôt banque finance, de toute nature. Donc c'est très récent. Indéniablement, presque dans toutes les industries, à quelques exceptions près. Donc on voit que les femmes s'organisent, les sociétés ou le monde corporate sont désireuses que les femmes dans leur entreprise s'organisent, deuxième étape. Donc des réseaux sont nés. On peut même dire que de très nombreux réseaux ont éclos sur les 2-3 dernières années à un rythme tel que c'est presque un peu étouffant et c'est un peu... Ah bah pour moi c'est un peu un tourbillon, j'ai pas envie de les citer tous, mais moi j'ai des demandes... Non mais de très nombreux réseaux financiers, elles, en étant, donc là c'est de manière transverse, c'est les banques commerciales, les banques de financement, les MNE, donc je veux dire, après c'est soit en horizontal en entreprise, prenez l'exemple de Danone qui a lancé sa propre démarche, qui ne veut faire avoir à aucun réseau féminin à l'extérieur, donc Franck préfère que ça soit géré en interne, donc ça se passe à Evian, comme ça lui permet de dire je ne mets le pied dans aucun autre des réseaux féminins en dehors de celui de Danone. Donc il y a maintes et maintes expériences et réseaux qui ont vraiment éclos depuis 2-3 ans. Pour moi c'est une première étape, c'est une bonne chose. Si on n'arrive pas à rendre ces réseaux plus forts, à faire du lobbying, à être extrêmement active, à bouger les frontières, à faire peur, à utiliser ces réseaux pour nommer les femmes là où on a envie de les nommer, pour faire exactement ce qui a été fait pendant tant d'années uniquement par des hommes dans des réseaux uniquement masculins, ils continueront à être regardés comme bon bah c'est un petit truc de bonne femme, on va les laisser, c'est sympathique, elles prennent le thé, elles bouffent des cookies et c'est très très chouette. Et comme ça, on peut dire, quand on va dans les vrais cercles d'hommes, nous, on a un vrai réseau, hein, on a un truc de femmes qui marchent aux petits oignons, hein, les gars. Hein. Mais comme ça, on les emmerde pas, il n'y a aucune conséquence, ça ne change rien, c'est très politique correct. Donc c'est fondamental de donner du fond et de la crédibilité à cette démarche. Moi, je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire rentrer des hommes à ce niveau. Ou à ce stade. Qui a remarqué qu'aujourd'hui, on a vu ce matin dans les études que les femmes, quand même, grâce à la loi Zimmermann, rentrent dans les conseils d'administration, puisque le truc c'était 21 et là c'est 20. Mais on souligne que, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les conseils d'administration, il y a des comités. Donc il faut être. Alors, on met les femmes dans les comités d'audit et il y a 2 comités où il faut être. C'est le comité de rémunération, parce que comme ça on surveille les CEO, et le comité de nomination. Et donne ton point de vue, puisque tu fais partie de ces réseaux, où on sent que les femmes, là, pourquoi pas de cooptation? Parce qu'elles n'y sont pas.
Oui, moi ça c'est encore un autre sujet. C'est qu'effectivement, bon ça c'était mon côté un peu cynique quand on a eu cette conversation il y a 2 ans. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les conseils, si vous regardez, donc je crois que c'est 18% de femmes sont aujourd'hui au conseil d'administration, je ne sais pas si c'est 19 ou 20. En tout cas, en revanche, si vous regardez les sous-comités des conseils que vous connaissez par cœur, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, il y en a au moins 2, souvent 3. Et j'avais dit à Elisabeth, je vais te donner mon intuition, et on peut le vérifier derrière, et je l'ai vérifié entre-temps, c'est que la représentation des femmes au comité d'audit, là où, 1, il faut travailler, 2, franchement, c'est des sujets particulièrement sexy, 3, il y a une responsabilité additionnelle, là encore, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, vous le savez depuis 1 an ou 2, responsabilité additionnelle des membres des comités d'audit très particulière. Donc franchement, c'est l'emmerdement maximal du début jusqu'à la fin. On reçoit 40 cm de papier la veille d'une réunion, il faut les lire le soir dans son lit, parce qu'on n'a juste pas d'autre moment pour le faire. Par contre, l'autre cercle de pouvoir, qui est le comité des nominations et des rémunérations, j'avais dit à Elisabeth, mon intuition, moi je le vois dans un certain nombre de sociétés du CAC 40 où je siège, il n'y a que des hommes. Et je ne parle même pas de la présidence, parce que vous imaginez bien que les présidents ne sont encore que des hommes, ou en tout cas beaucoup. Et je l'ai vérifié entre-temps, le 18 ou 19% des femmes au conseil d'administration, quand vous le translatez en comité des nominations et des rémunérations, c'est 7%. Il n'y a pas de femmes, en tout cas pas suffisamment encore, là où c'est important. Et quand je dis c'est important, je ne vous parle pas de la rémunération du CEO, qui est le seul truc qui leur fait un peu peur. Je vous parle de faire bouger, et là je pense que ça fera écho à ce qui tient à cœur à beaucoup d'entre nous, c'est de faire bouger les lignes dans les comités exécutifs, faire bouger les lignes dans l'organisation. S'il n'y a pas au moins une femme, idéalement présidente du comité des nominations, à minima membre de ce comité, on ne parle jamais en conseil d'administration des problématiques de féminisation des sociétés, on ne parle jamais de la politique des ressources humaines sur ce point de vue-là. Tout le monde s'en fout, ce n'est jamais un sujet de conseil d'administration, et c'est assez rarement un sujet de comité de nomination et rémunération parce que les hommes ne le demandent pas. C'est aussi simple que ça. Il y a un rapport à faire, et c'est un rapport statistique. On le connaît tous, on l'a tous vu, c'est formidable, il y a des bar charts, on essaye de mettre un maximum de gens non pas seniors, comme ça augmente malheureusement le pourcentage de représentation des femmes, et on s'en sort très très bien comme ça. Mais il faut des femmes dans ces comités, c'est évident. Et ça, c'est une problématique de réseau. Madame Ogli, vous voulez nous en parler? Alors, je voulais surtout rebondir sur ce qu'a dit Brigitte tout à l'heure, en disant que les réseaux féminins étaient avant tout des réseaux de réassurance et pas encore de lobbying comme le sont les réseaux masculins. Alors peut-être par l'antériorité de notre réseau de femmes chefs d'entreprise qui existe depuis plus de 60 ans, nous sommes aujourd'hui, je dirais quasiment exclusivement un réseau de lobbying. C'est notre but principal. Et c'est vrai que les femmes qui viennent vers nous, c'est parce qu'elles souhaitent être... Alors on va d'abord, avant les conseils d'administration, je dirais des entreprises privées, nous sommes allés dans tout ce qui est conseil d'administration, tous les mandats patronaux. C'est pour cela que nous avons milité. Et notre devise est « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Parce qu'effectivement, pour nous, dès le départ, et pour notre fondatrice en 1945, une femme seule n'y arrivait pas. Ensemble, nous avons une meilleure visibilité, ce qui nous permet de pénétrer les réseaux masculins. Et en fait, venir chez nous, c'est aussi s'ouvrir vers les réseaux masculins. Ça nous a permis... Alors, ce n'est pas un réseau, mais c'est une fédération ou un syndicat au niveau du MEDEF d'avoir un poste d'administrateur dans chaque MEDEF territorial. Donc, c'est le premier pied que nous avons mis, puis nous militons pour les autres mandats. Tout comme nous avons commencé à le faire pour les mandats d'administrateurs dans les entreprises, qu'elles soient du CAC 40, du SBF 120 ou autres, puisque nous avons une véritable expertise à la tête de notre entreprise et nous avons une véritable expertise en tant qu'administrateur dans différentes associations ou entreprises publiques. D'accord. Donc c'était vraiment sur ce... Je crois, Brigitte, vraiment que vous avez raison sur ce plan-là. C'est la maturité des réseaux qui a aussi apporté cet aspect lobbying. Alors, avant de passer la parole à la salle, je crois que plusieurs personnes ont évoqué ici l'image de la femme dans les médias, dans la mesure où, si on regarde aujourd'hui tous les plateaux de télé,
toutes les émissions qui font appel à des experts ne font appel qu'à des hommes. Donc, et les médias, c'est quand même, c'est des réseaux. Et les experts, c'est des réseaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait que... il y a des associations qui existent, mais comment fait-on aujourd'hui? Et est-ce qu'on emploie les bons moyens pour faire venir les femmes sur les plateaux de télé et dans les médias? Non, alors il y a plusieurs choses. D'abord, je vais laisser la parole à Brigitte parce qu'il y a une commission qui a été mise en place et on a eu la chance de faire poursuivre. Normalement, c'est une commission, ça commence, ça finit et rien n'est réglé. Et on leur a dit que ça n'allait pas être réglé comme ça. La commission, pour la faire simple, c'était non pas de savoir comment dans les médias les femmes étaient au poste de patron des médias, etc., mais l'image des femmes dans les médias. Et donc, il y a eu quelque chose... c'était très intéressant parce qu'au début, quand on a commencé, même nous, comme les gens nous disaient, mais il y a un problème. Il y a un moment où on se disait qu'il y a un problème... on percevait quelque chose, ben, on était... Et puis surtout, quand on a fait les premières audiences, c'était très drôle, puisque sont venus tous les présidents nous expliquer qu'ils étaient très concernés, qu'ils ne voyaient pas ni l'enjeu ni le problème. Donc nous non plus à la fin. Et Brigitte a eu une idée simple, elle a dit, eh ben, il n'y a qu'à faire un corpus et on va analyser. Et là, je laisse la parole à Brigitte, puisqu'elle a analysé. Oui, moi je crois que compter, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour faire progresser l'égalité. Jouer sur les stéréotypes, les images, à ce moment-là, on met soi-même nos propres stéréotypes dans la balance et voilà, donc on crée du contre-stéréotype et finalement on produit encore de la machine à stéréotypes. En revanche, compter, c'est imparable, c'est imparable. Et donc, alors on a fait un premier rapport en 2008, mais le dernier rapport était tout à fait intéressant, on l'a sorti en décembre de cette année, c'était sur les expertes, les femmes expertes. Eh bien, 18% de femmes expertes, télévision, radio, presse confondues, pour la semaine de septembre 2011. 18%. Dans les médias dits mixtes, c'est-à-dire le Nouvel Obs, l'Express, etc., il y avait 9 fois plus de photos d'hommes que de femmes. Il y avait 7 fois plus de citations, entre guillemets, monsieur un tel, d'hommes que de femmes. Et alors, ce qui est complètement étonnant, et moi ça m'a vraiment étonné, on s'est amusé à faire du stéréotype. C'est-à-dire qu'on a partagé les sujets, on a dit, tiens, ça c'est des sujets dits masculins, c'est-à-dire l'extérieur, la guerre, la stratégie, des sujets dits féminins, c'est-à-dire l'intérieur, etc., et des sujets dits mixtes, c'est-à-dire en gros la santé. Bon. On a compté. Et alors, sur les sujets dits masculins, 90% d'hommes. Sur les sujets dits mixtes, 50-50. Sur les sujets dits féminins, 50% d'hommes. Et on a interrogé des médias féminins, ils nous ont dit, oh ben moi, nous, alors on a 80% d'expertes femmes, évidemment. Ils en avaient 50. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'avoir 80% de femmes alors qu'ils n'en avaient que 50. Ce qui veut dire que la légitimité de la parole masculine est telle que finalement, on ne la comptabilise même plus. Ils crèvent tellement l'écran qu'on a l'impression que c'est tellement habituel qu'ils soient là qu'on ne les voit plus, alors qu'une femme, une malheureuse au milieu de 10, on dit il n'y a que des femmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, dans l'émission C'est dans l'air, pendant un mois, on a eu 7 femmes. On a eu à peu près 5% de femmes dans l'émission C'est dans l'air, qui est une émission où il y a de l'expertise. Et donc, pourquoi? Alors, je ne vais pas être trop long, pourquoi? Alors, on a signé il y a un an un acte d'autorégulation des médias. Je jure de faire en sorte que je vais faire appel à des femmes expertes. Je ferai mieux la prochaine fois. Alors, certains ont dit, moi, comptez jamais. Ça, c'est la liberté éditoriale, que la compétence, on ne veut pas des femmes alibi, machin. On ne compte pas, on dit simplement, messieurs, faites un effort. Et puis il y en a qui ont fait, qui ont mis un référent égalité, qui ont fait un corpus, qui ont pris des indicateurs. Ceux-là, 30% de plus de femmes. Donc on voit bien qu'il y a des méthodes qui marchent. On voit bien que la mise en tension des organisations, ça marche. Et que si on ne fait pas, ils disent tout le temps, oh là là, on est dans l'urgence, on prend les bons clients c'est des hommes. On n'a pas le temps d'aller chercher des femmes. Les femmes ne sont pas disponibles. Le matin, pendant les matinales, elles s'occupent des enfants, elles ne veulent pas venir. On a entendu des choses très étranges aussi. Voilà. Nous, au Women's Forum, au début, les premières années du Women's Forum, quand on adressait le dossier de presse et quand on envoyait une invitation aux journaux, immédiatement, c'était refilé aux femmes. Systématiquement, à 100%. Et donc, dès la première année, vous vous rappelez, on voyait que des femmes journalistes arrivaient. Donc on a vu un garçon arriver qui était Éric Le Boucher, du Monde, à l'époque.
Et quand on l'a vu arriver, on s'est dit, miracle, d'abord c'était lui, déjà on était séduite, parce que, enfin moi j'étais séduite parce que j'adore ce type, mais je suis allée lui expliquer, enfin lui demander pourquoi. Et il m'a dit, parce que j'ai lu votre programme. Et donc c'était juste la réponse intelligente à faire, c'est-à-dire qu'il avait pris la décision lui de venir. C'était ça. Mais sinon, les femmes avaient eu un ordre qui était « tu es une femme, tu couvres le Women's Forum ». Et quand on a commencé à avoir des journalistes hommes, ça venait de la presse étrangère. Et comme nous étions mieux couverts par la presse étrangère que par la presse française, parce que la presse française n'a toujours pas bien compris à quoi servait le Women's Forum, c'est toujours. Et c'est vrai, c'est une réalité. Et donc on avait des papiers incroyables aux États-Unis, en Allemagne, enfin à peu près dans tous les pays du monde d'ailleurs. Et là c'était des hommes qui les couvraient. Et les meilleurs papiers que nous ayons eus, les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont été travaillés, ceux qui ont fait des interviews, ceux qui ont poussé, qui ont fait des études, qui sont allés chercher, qui ont interrogé les acteurs qui étaient derrière, étaient des papiers faits par des hommes. Et lorsque nous avons été élus le 3e forum le plus puissant du monde, c'était par 2 journalistes hommes qui suivaient Davos. Et là, j'ai considéré que c'était un début de victoire de ce forum. Mais c'était quand même intéressant. Et aujourd'hui, donc voilà, ça corrobore complètement ça. Il y a une dame qui est là-bas qui peut intervenir. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Juliette Tillet, je suis secrétaire générale d'une organisation syndicale à Paris et j'ai participé